Un pétrolier chargé de gaz naturel liquéfié quitte le port de Ras Laffan au Qatar. Il doit traverser le détroit d'Ormuz pour rejoindre ses acheteurs européens. C'est un trajet ordinaire, le même qu'il effectue plusieurs fois par an. Mais cette nuit-là, le commandant ne contacte pas la veuve flotte américaine, celle qui est censée patrouiller et sécuriser ses eaux depuis des décennies. Il ne cherche pas non plus à emprunter la route qu'Oman et les États-Unis ont négociée pour les navires commerciaux. Non, ce soir-là, le Qatar, l'un des alliés les plus proches de Washington dans le Golfe, le pays qui vient d'offrir un avion présidentiel à Donald Trump, a dépêché des émissaires auprès du Pakistan. Et le Pakistan a servi d'intermédiaire pour obtenir l'autorisation de l'IRGC, le corps des gardiens de la révolution islamique. Le Qatar a demandé la permission à l'Iran, pas aux États-Unis. Alors voilà la vraie question ce matin. Pas celle que les communiqués officiels vous posent. L'Iran a-t-il vraiment détruit des F-35 ? Ou les Houthis vont-ils frapper les raffineries saoudiennes ? La vraie question est celle que les amiraux américains préfèrent ne pas entendre. Si les États-Unis contrôlent le détroit d'Ormuz, pourquoi le pétrolier qatari a-t-il dû demander la permission à Téhéran pour passer ? Ce que je vais vous expliquer dans les prochaines minutes, ce n'est pas simplement un échange de frappes dans une région qui brûle en permanence. C'est le moment où l'Iran a décidé de montrer la carte du Golfe telle qu'elle existe réellement, pas telle que Washington l'a décrite pendant 40 ans. Nous allons décortiquer 3 dominos. D'abord, ce qui s'est passé sur les bases américaines cette nuit. Ensuite, ce que le passage de ce pétrolier qatari révèle sur le rapport de force réel. Et enfin, pourquoi Washington ne peut pas dire la vérité. Et ce que ce silence signifie pour nous, en France et au Canada. Il y a des choses que les communiqués officiels admettent et des choses qu'ils passent sous silence. Cette nuit, l'Iran a riposté aux frappes américaines sur son territoire avec une série de salves coordonnées sur plusieurs pays simultanément. L'armée jordanienne confirme des missiles iraniens ont été lancés vers son territoire. Le Koweït confirme une attaque lourde a frappé sa capitale. L'IRGC, lui, ne confirme pas, il revendique. Et il revendique avec une précision inhabituellement détaillée. Selon le communiqué officiel du corps des gardiens, les forces iraniennes ont frappé la base de Muwafaq Salti, en Jordanie. 6 F-35 américains auraient été détruits ou gravement endommagés. Arrêtez-vous une seconde. Un F-35, c'est entre 80 et 100 millions de dollars pièce. Si ce chiffre est même partiellement exact, on parle d'une destruction instantanée de 400 à 600 millions de dollars de matériel militaire américain en une seule nuit. C'est plus que le budget annuel de défense de plusieurs pays membres de l'OTAN. Relisez ce chiffre. La base Al-Salam, au Koweït, a également été frappée. 2 hangars de drones et un dépôt carburant pour aéronefs militaires ont été incendiés selon l'IRGC. L'Iran affirme également des pertes humaines parmi des membres des forces américaines, des soldats américains tués ou blessés sur leur propre base dans un pays allié par des missiles iraniens. Pensez à ce que ça signifie concrètement. Des jeunes soldats américains, 20, 22, 25 ans, stationnés dans une base que leur famille, en Kansas ou en Géorgie, localise vaguement quelque part au Moyen-Orient. Ces familles se réveillent ce matin et elles lisent des dépêches de l'IRGC sur leur téléphone, des communiqués iraniens qui détaillent des destructions sur des bases dont les noms n'ont jamais été prononcés à la table du dîner. Elles essaient d'appeler. Les lignes militaires sont saturées ou silencieuses. Le porte-parole du Pentagone répète pour la 3e fois en 2 heures qu'il n'a pas d'informations à communiquer à ce stade. C'est cette scène, une mère du Tennessee, qui cherche des nouvelles de son fils sur Twitter, parce que l'armée américaine ne dit rien, qui résume mieux que n'importe quelle analyse ce que le silence américain coûte réellement. Et les États-Unis ? Silence. Pas un démenti, pas une confirmation, pas une conférence de presse. Le CENTCOM, le commandement militaire américain pour la région, a émis des déclarations vagues sur des activités iraniennes sans préciser ni les cibles atteintes, ni les dégâts subis, ni le bilan humain. Les familles des soldats américains dans le Golfe lisaient les dépêches de l'IRGC sur leur téléphone en attendant des nouvelles officielles qui ne venaient pas. Cette absence de réponse américaine, je veux que vous la gardiez en mémoire parce qu'elle va devenir l'argument central de tout ce que je vais vous expliquer ensuite. Une précision essentielle d'abord, l'IRGC a tout intérêt à gonfler son bilan. Ces communiqués doivent être traités avec prudence. Les chiffres iraniens sur les F-35 détruits sont des allégations, pas des faits confirmés, indépendamment à cette heure. Ce que nous savons de façon certaine, c'est que des frappes ont eu lieu.
que la Jordanie et le Koweït les confirment, et que les États-Unis refusent d'en décrire les conséquences. Cette asymétrie, Téhéran qui parle, Washington qui se tait, est en soi une donnée stratégique de premier ordre. Un dernier détail qui mérite qu'on s'y arrête. Le Koweït a déclaré que l'une des structures touchées appartenait à une entreprise chinoise. La Chine est l'alliée diplomatique la plus précieuse de l'Iran sur la scène internationale depuis l'accord de coopération sino-iranien signé en 2021. Pourquoi l'Iran frapperait-il un actif chinois? 3 lectures possibles. Soit c'est une erreur de ciblage peu probable pour une frappe aussi coordonnée, soit le Koweït fabrique une couverture commode pour minimiser sa propre vulnérabilité face à son opinion publique. Admettre qu'une base militaire a brûlé est plus humiliant qu'admettre qu'un bâtiment commercial a été touché. Soit Pékin a discrètement fait savoir à Téhéran qu'il y avait des lignes à ne pas franchir, et l'Iran teste jusqu'où il peut aller même à vis de ses alliés. Je ne tranche pas. Mais l'énigme elle-même vous dit quelque chose sur la complexité des calculs qui se jouent dans ce golfe cette nuit. Voici ce que tout le monde a regardé, l'Iran frappe des bases américaines, et voici ce que presque personne n'a examiné. Le lendemain matin, un pétrolier qatari traverse le détroit d'Ormuz. Et pour y parvenir, son armateur a dû passer par le Pakistan pour obtenir l'aval de l'IRGC. Pendant ce temps, les navires qui tentaient d'emprunter la route négociée par Washington via Oman se faisaient attaquer un par les forces iraniennes, tanker après tanker. Le CENTCOM n'a jamais reconnu ces attaques publiquement. La presse américaine en a à peine parlé. Mais les compagnies maritimes, elles, ont arrêté de prendre cette route. Elles ont compris ce que les amiraux américains ne pouvaient pas dire. 20 à 25% du pétrole mondial transite chaque année par le détroit d'Ormuz, 20% du gaz naturel liquéfié mondial. Chaque jour, environ 15 à 20 millions de barils passent par ce goulet d'étranglement de 54 km de large, à son point le plus étroit, l'équivalent de l'ensemble de la production américaine de pétrole brut chaque 24 heures. C'est la veine jugulaire de l'économie mondiale. Et cette nuit, la veine jugulaire répond à Téhéran. Voici la lecture de surface, celle que Washington voudrait que vous adoptiez. L'Iran riposte à des frappes américaines, c'est une escalade régionale. Les États-Unis maintiennent leur présence et leur dissuasion dans le Golfe. Rien de fondamentalement changé. Mais voici le détail qui change tout. Le Qatar est l'un des 3 plus grands exportateurs de gaz naturel liquéfié au monde. Son GNL alimente des maisons en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée. Le Qatar héberge Al Udeid, la plus grande base aérienne américaine de la région, avec plus de 10 000 soldats américains. Et le Qatar vient d'offrir un Boeing 747 à Donald Trump à titre de cadeau diplomatique. Si un allié aussi central de Washington, aussi intimement lié à la puissance américaine, logistiquement, militairement, et personnellement préfère passer par le Pakistan pour obtenir l'autorisation de l'IRGC plutôt que de faire confiance à la protection américaine, c'est que quelque chose s'est brisé dans le calcul de fiabilité. Pas de manière déclarative, pas avec un communiqué officiel, mais dans le seul registre qui compte vraiment quand des milliards de dollars sont en jeu, le comportement concret des acteurs économiques sous pression. Pakistan comme intermédiaire, voilà un signal géopolitique à lui seul. Islamabad vient de démontrer qu'il peut jouer un rôle de médiateur entre Doha et Téhéran, un rôle que Washington ne peut plus remplir. Cela ne se produit pas dans un vacuum. Cela se produit après des années de tensions américano-pakistanaises, après le retrait américain d'Afghanistan où Islamabad s'est retrouvé seul à gérer les conséquences, après que Washington a plusieurs fois laissé le Pakistan face à ses propres crises sans le soutien attendu, ces dettes géopolitiques se remboursent d'une façon ou d'une autre. La géographie n'a pas changé. Le détroit mesure toujours 54 km à son point le plus étroit. C'est la cartographie du pouvoir qui s'est déplacée. Alors pourquoi Washington ne peut-il pas dire la vérité? La réponse n'est pas psychologique, ce n'est pas une question d'ego ou de mauvaise foi, elle est structurelle. Si le Pentagone confirme officiellement que les F-35 américains ont été détruits sur une base en Jordanie, si le CENTCOM admet des pertes humaines et des dégâts matériels significatifs en une seule nuit de frappe iranienne, 3 dynamiques s'enclenchent simultanément et immédiatement, et aucune n'est gérable. Première dynamique, la dissuasion américaine dans le Golfe s'effondre symboliquement. La dissuasion fonctionne sur la croyance.
Vous n'avez pas besoin d'utiliser votre force si l'adversaire croit que vous l'utiliserez. La présence américaine dans le Golfe depuis 1991 repose sur une promesse implicite. Aucun acteur régional ne peut s'attaquer aux États-Unis ou à leurs alliés sans payer un prix prohibitif. Cette nuit, l'Iran a testé cette promesse. Et Washington a répondu par le silence. Dans les chancelleries de Riyad, Abu Dhabi, Doha et Tel Aviv, ce silence a été entendu. Pas comme de la retenue, comme une réponse. Deuxième dynamique, la pression domestique américaine pour une escalade majeure devient incontrôlable dès lors que des morts sont confirmés. Le Congrès exige une réponse militaire. Or, une réponse militaire disproportionnée contre l'Iran signifie un conflit régional généralisé houthis activé au Yémen contre l'Arabie saoudite et Israël, proxys iraniens déclenchés en Irak et en Syrie, Hezbollah, au Liban, fermeture complète d'Ormuz, choc pétrolier mondial. L'administration américaine est coincée entre l'aveu de la vulnérabilité qui déclenche une pression vers la guerre et le risque d'une guerre ouverte qu'elle ne peut pas terminer rapidement. L'impasse est totale. Troisième dynamique, les alliés du Golfe recalculent. C'est la plus dangereuse à long terme. Si Riyad, Abu Dhabi ou Koweït concluent que le parapluie américain a des trous, si cette conclusion s'installe dans leurs calculs stratégiques, ils s'adressent à d'autres garantisseurs. La Chine est déjà là, discrètement, patiemment, avec ses propres accords énergétiques et ses propres ambitions dans la région. Le Pakistan vient de démontrer qu'il peut jouer un rôle de médiateur. La Russie, diminuée par la guerre en Ukraine, mais toujours présente dans la région via la Syrie, surveille et capitalise sur chaque faiblesse américaine perçue. L'Iran a compris cette mécanique il y a des années. Et c'est pourquoi sa stratégie cette nuit n'est pas de provoquer une guerre frontale. C'est de forcer Washington dans une impasse du silence. Frapper fort sur plusieurs fronts simultanés. Attendre. Laisser le silence américain faire le travail de propagande que l'IRGC n'aurait jamais pu accomplir lui-même. Chaque heure que Washington passe sans répondre renforce le narratif iranien dans la région, sans que Téhéran ait besoin d'une seule déclaration supplémentaire. C'est ce qu'on appelle gagner la guerre de l'information, non pas en disant plus, mais en forçant l'adversaire à se taire. Et il y a une couche encore plus profonde que cette nuit a mis en évidence de façon particulièrement nette. L'Arabie saoudite a lancé des frappes sur l'aéroport de Sanaa, au Yémen. Le leader des Houthis, Abdul Malik al-Houthi, a immédiatement averti que des représailles sur les raffineries et les infrastructures saoudiennes allaient suivre. Les Houthis ont démontré depuis 2022 qu'ils peuvent frapper avec une précision remarquable des cibles à des centaines de kilomètres de leur position. L'attaque sur les installations d'Aramco à Abqaiq, 2019, reste le cas d'école. Un seul raid de drone a réduit de 5% la production pétrolière mondiale en quelques heures et a fait monter le prix du baril de près de 15% dans les heures qui ont suivi. C'est la puissance de l'asymétrie. Voilà donc la carte complète. L'Iran ne combat pas sur un seul front cette nuit. Il coordonne 4 pressions simultanées, les frappes sur les bases américaines en Jordanie et au Koweït, la fermeture de facto du détroit d'Ormuz aux navires qui n'empruntent pas la route IRGC, la menace Houthi sur les raffineries saoudiennes et un blackout informatif qui force Washington à choisir entre l'aveu et le silence. Et dans ce tableau, 2 acteurs regardent avec un intérêt particulièrement aigu. La Chine, d'abord. Pékin importe environ 40% de son pétrole via le détroit d'Ormuz. On pourrait s'attendre à ce que cela place la Chine dans le camp de ceux qui veulent un Ormuz libre et sécurisé. Mais ce serait oublier que la Chine a signé un accord de coopération stratégique sur 25 ans avec l'Iran en 2020 et que les entreprises chinoises achètent le pétrole iranien à prix réduit malgré les sanctions américaines et que Pékin a tout intérêt à laisser la pression sur Ormuz augmenter jusqu'à un certain seuil. Chaque dollar que le pétrole gagne à cause de la prime de risque Ormuz est un dollar que les économies occidentales, européennes en particulier, paient en plus pour leur énergie. L'étau économique qui resserre l'Europe, c'est aussi un levier dans la compétition sino-américaine que Pékin ne voit pas d'un mauvais œil. La Russie ensuite. Moscou est présente dans la région via la Syrie, via ses relations avec Téhéran et via la coordination tacite de la pression qu'Iran et Russie exercent chacun de leur côté sur l'architecture de sécurité occidentale.
Chaque heure que Washington passe à gérer la crise du Golfe est une heure de moins à penser à l'Ukraine, à mobiliser des munitions pour Kiev, à coordonner ses alliés européens. Pour Moscou, une escalade iranienne bien dosée est un dividende stratégique gratuit. Ce n'est pas une riposte, c'est une démonstration de force orchestrée, insérée dans une géopolitique globale de pression multiple sur l'Occident, et elle s'est déroulée en 12 heures. Il y a une scène que l'histoire a retenue, et dont très peu de gens parlent ce matin. En 1956, la France et le Royaume-Uni lancent l'opération Musketeer, une intervention militaire en Égypte, pour reprendre le contrôle du canal de Suez nationalisé par Nasser. Militairement, c'est une réussite quasi immédiate. Les parachutistes français sautent sur Port Saïd. La marine royale bombarde les positions égyptiennes. Le canal est à portée. Et puis Washington téléphone. Eisenhower dit « Retirez-vous ». Les marchés financiers britanniques chancellent sous la pression du dollar. Et la France et le Royaume-Uni, deux puissances coloniales, membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, avec des armées en train de gagner sur le terrain, se retirent. Parce que la supériorité militaire sur le terrain ne suffit pas quand la puissance politique globale dit non. Ce qui se passe dans le Golfe cette nuit est une variation du même mécanisme, mais avec les rôles inversés. Ce n'est plus Washington qui contraint ses alliés à plier devant sa puissance économique et diplomatique. C'est Téhéran qui démontre que la présence militaire américaine dans le Golfe est réelle sur le papier, mais que la carte politique, elle, s'est rééquilibrée au fil des années d'erreurs stratégiques. Le retrait d'Irak qui a créé un vacuum que l'Iran a rempli, la sortie unilatérale du JCPOA en 2018 qui a redonné à Téhéran la liberté d'enrichir, les hésitations répétées face aux provocations outils depuis 2022. L'histoire ne se répète pas mécaniquement, mais elle nous montre que le moment où une puissance perd le contrôle du récit de sa propre force est souvent plus décisif que le moment où elle perd une bataille. En 1956, la France et le Royaume-Uni ont perdu le récit malgré une victoire militaire réelle. Cette nuit, les États-Unis sont en train de perdre le récit malgré une supériorité militaire intacte sur le papier. L'histoire ne prédit pas que Washington tombera. Elle dit simplement que cette combinaison silence face aux frappes alliées qui négocient directement avec l'ennemi, fermeture de fait d'une voie maritime stratégique, a une façon particulière de se résoudre dans le temps long. Rarement au bénéfice de la puissance qui a perdu la face. Revenons au pétrolier qatari. Au début de cette vidéo, je vous ai présenté ce navire comme une image ordinaire. Ce qu'il était en réalité, c'est la pièce à conviction la plus tranchante de la soirée. Ce navire ne transportait pas seulement du gaz naturel liquéfié. Il transportait la preuve que la carte du Golfe a changé de main. Pas déclarativement, pas diplomatiquement, commercialement. Et voilà la formule que cette nuit a inscrite dans les calculs de toutes les chancelleries du Golfe. L'Iran n'a pas fermé le détroit d'Ormuz. Il a simplement attendu que les autres le ferment pour lui en demandant sa permission. Maintenant, la question que vous êtes peu être en train de vous poser, qu'est-ce que ça change pour nous en France, au Canada? Beaucoup plus qu'il n'y paraît. Et commençons par ce qui est le plus concret, l'énergie. Depuis la réduction drastique des livraisons de gaz russe vers l'Europe après 2022, la France comme l'Allemagne, comme l'Italie s'est tournée massivement vers le gaz naturel liquéfié. Et le principal fournisseur de GNL pour l'Europe, c'est précisément le Qatar. Le Qatar et Total Energies, entreprises françaises, sont partenaires stratégiques dans les projets d'expansion du North Field, le plus grand gisement de gaz naturel du monde, avec des contrats de long terme qui courent jusqu'en 2050 et des volumes qui représentent une part significative de l'approvisionnement gazier de la France pour les décennies à venir. Chaque perturbation dans le détroit d'Ormuz, chaque tanker qui doit négocier sa route avec l'IRGC plutôt qu'avec la Flotte, fait monter le prix du GNL sur les marchés spot européens. Ce n'est pas abstrait, ce n'est pas géopolitique, dans le sens lointain du terme. C'est la facture de chauffage que vous recevrez cet hiver. C'est le coût de production des entreprises françaises qui utilisent le gaz comme intrant industriel, les céramistes de Limoges, les verriers de Lorraine, les chimistes de Normandie. C'est l'inflation que la Banque centrale européenne devra gérer, et donc les taux d'intérêt qui affectent votre crédit immobilier. Total Energy, justement. Le groupe français est l'un des acteurs les plus exposés au Golfe parmi les majors pétrolières occidentales. Il opère des projets en Irak, aux Émirats arabes unis, au Qatar, en Arabie saoudite.
Si le conflit s'élargit, si les Houthis frappent les raffineries saoudiennes, comme annoncé, Total Energy doit décider dans les heures qui suivent si elle maintient ses équipes expatriées sur place, si elle interrompt ses opérations, si elle active ses protocoles d'évacuation d'urgence. Ce n'est pas une gestion de crise théorique dans les couloirs d'un think tank parisien. C'est une décision opérationnelle avec des dizaines de milliards d'actifs et des centaines d'employés en jeu. Et puis il y a la dimension diplomatique française, la plus complexe. Paris est co-signataire du JCPOA, l'accord sur le programme nucléaire iranien, signé en 2015 avec l'Iran, la Russie, la Chine, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne. La France siège au Conseil de sécurité de l'ONU et a historiquement joué un rôle de médiateur entre Washington et Téhéran dans les moments de tension. Si l'Iran, galvanisé par ses frappes de cette nuit et par le silence américain qui les a suivis, accélère son enrichissement d'uranium au-delà du seuil critique, ou si Téhéran décide d'expulser définitivement les inspecteurs de l'AIEA, la France se retrouve au cœur d'une crise diplomatique dont les prémices ont été posées en 2018, quand Washington s'est retiré unilatéralement du JCPOA. Paris devra alors choisir entre deux positions également douloureuses. Soutenir la ligne dure américaine sanctions, pression militaire, coalition, et perdre tout levier diplomatique avec Téhéran pour des années, ou maintenir un canal de dialogue ouvert avec l'Iran et subir les pressions de Washington et de Tel Aviv qui y verront de la complaisance. Pour la diplomatie française, qui tire une grande partie de son prestige, de sa capacité à parler à tout le monde, c'est un choix qui touche à l'identité de sa politique étrangère. Pour le Canada, la mécanique est différente, mais les conséquences sont réelles. Ottawa est membre de la coalition qui opère militairement dans le Golfe. Si les Houthis frappent les raffineries saoudiennes cette semaine, ce qu'ils ont explicitement annoncé vouloir faire, le prix du baril monte, à court terme, cela profite effectivement aux producteurs albertains et aux revenus de la province. Mais une hausse brutale et durable crée une instabilité qui se transmet aux consommateurs canadiens sous forme d'inflation énergétique et de ralentissement économique, exactement l'inflation que la Banque du Canada a passée 2 ans à combattre et qu'elle ne veut pas voir revenir plus profond encore. Si Washington demande à ses alliés de la coalition de renforcer leur présence militaire dans le Golfe en réponse aux frappes iraniennes, ce qui est la dynamique habituelle, après ce type d'escalade, la question de l'engagement militaire canadien revient inévitablement au Parlement. À Ottawa, dans un environnement politique où les dépenses de défense sont déjà un sujet de débat houleux, cette question n'est pas simple. Et elle arrive à un moment où le Canada cherche à définir sa propre position stratégique dans un monde où la fiabilité américaine est elle-même devenue un sujet de débat. La France et le Canada ne sont pas dans ce golfe par idéologie ou par sentiment d'aventure. Ils y sont parce que leur sécurité énergétique, leurs alliances et leurs intérêts économiques les y attachent structurellement. Ce qui se passe cette nuit à Ormus ne reste pas dans le Golfe. Voici ce que l'histoire retiendra de cette nuit, si les prochains jours confirment ce qui semble s'être produit. C'était pas une escalade régionale parmi d'autres. C'était pas un échange de frappes que les diplomates allaient gérer en coulisses avec des déclarations calibrées. C'était le moment où l'Iran a décidé de tester publiquement, simultanément et à grande échelle, la validité réelle de la dissuasion américaine dans le Golfe. Et Washington a répondu par le silence. Ce silence n'est pas de la retenue stratégique, c'est une impasse structurelle. Deux comptes à rebours tournent en parallèle ce matin. Premier compte à rebours, l'Iran enrichit l'uranium à un niveau qui préoccupe sérieusement les inspecteurs de l'AIEA, et Téhéran sait que chaque semaine passée sans réponse ferme de Washington est une semaine où le programme nucléaire avance sans friction, sans sanctions réelles, sans conséquences tangibles. Deuxième compte à rebours, chaque semaine que les acteurs du Golfe passent à observer le silence américain est une semaine où ils recalculent leur couverture de sécurité. Pas publiquement, silencieusement, commercialement. Comme le pétrolier qatari qui a emprunté la route iranienne, la carte du Golfe, telle que Washington l'a dessinée depuis 1991, tient encore sur le papier. Les porte-avions sont là, les bases sont là, la flotte patrouille. Mais cette nuit, un pétrolier qatari a emprunté la route iranienne. Et personne n'a rien dit. La vraie question n'est donc pas de savoir si l'Iran va continuer à frapper.
Elle est plus simple et plus inconfortable que ça. Si le Qatar, l'allié le plus riche et le plus stratégiquement imbriqué de Washington dans le Golfe, a choisi ce matin de demander la permission à l'IRGC, combien de temps avant que les autres fassent le même calcul ?